Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani Wamakaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Fermeture des bases militaires françaises dans la région de Kidal, Tessalit, mais aussi à Tombouctou. Reconfiguration de la force Barkhane qui laissera la place à la force Takuba. Celle-ci se focalisera sur deux missions essentielles, l'entraînement et la formation, mais aussi l'intervention rapide. Ce sont là des annonces faites par le président français Emmanuel Macron lors du dernier sommet du G5 Sahel tenu par visioconférence la semaine dernière. Selon le président français, ces mesures vont commencer à être mises en œuvre dès la semaine prochaine. Le président français a aussi indiqué que les coopérations seront plus accentuées avec le Niger et le Tchad dans la lutte contre le terrorisme. Quelle analyse de cette reconfiguration de la présence militaire française dans le Sahel? Quel peut être son impact sur la situation sécuritaire du Mali? Comment combler le vide laissé par les forces françaises? Comment les populations du Nord accueillent ces annonces de la fermeture de certaines bases militaires françaises au Nord? Faut-il s'attendre à des conséquences? Pour en parler, nos invités sont Dr Ali Tunkara, spécialiste des questions sécuritaires, directeur du Centre d'études stratégiques et sécuritaires au Sahel C3S, Ibrahima Kébé, membre de la société civile, et Oumar Sissé, habitant de Tombouctou. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce grand dialogue. Le Grand Dialogue. Tout d'abord, avant de commencer cette émission, je vous invite à écouter ce micro-trottoir qu'on a réalisé suite à l'annonce de la fin de l'opération Barkhane annoncée par le président Emmanuel Macron. Un micro-trottoir réalisé dans le nord du pays. Mon avis, c'est que s'ils veulent partir, ils n'ont qu'à partir. Dieu est là pour nous sauvegarder. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose, d'autant plus qu'il faut apprendre à voler de ses propres ailes. Mais ce n'est pas le moment, parce que un Mali qui est en train de s'élever, si toutefois vraiment ses principaux partenaires vraiment suspendent leurs activités auprès d'eux, ça va créer beaucoup de conséquences. Ici à Songo, vraiment, ça nous a rien apporté. Très mauvaise opération pour nous. Parce que moi, je me dis que c'est la France qui va prendre la place des militaires. Nos militaires, ils sont très courageux, mais eux seuls, ils ne peuvent pas parce qu'ils ne sont pas suffisamment équipés. Docteur Ali Tunkara, vous êtes spécialiste des questions sécuritaires. Quelle analyse, quelle lecture faites-vous de ce premier micro-trottoir qu'on vient de faire passer? Alors concrètement, lorsqu'on parle du départ ou de la reconfiguration de l'armée française au Mali, dans le Sahel de façon générale, trois lectures sont possibles. La première lecture, elle est relative à ces populations qui vivent l'insécurité. Quant à la deuxième lecture, elle questionne ceux-là qui ne vivent pas l'insécurité, mais qui l'observent, qui l'analysent. Et enfin, la dernière lecture, elle pourrait être portée par ceux-là qui sont ni des acteurs dont l'insécurité constitue leur quotidien, ni également ceux-là qui sont des analystes ou d'observateurs, mais laquelle catégorie, elle est distante, elle serait beaucoup plus tôt sur les réseaux sociaux, dans des endroits qui seraient distants de ces foyers de tension. La première catégorie, c'est vrai, quand vous interrogez les populations de Gao profond, Tessit, Ndraboukan, de même Menaka profond, même à certains égards, partie d'Ouanza, Kidal de la même manière également. Beaucoup de ces populations vous diront qu'attention, aujourd'hui, on peut reprocher la manière dont la force Barkhane agit dans le Sahel. On peut lui reprocher justement le fait de ne pas impliquer suffisamment effectivement les armées partenaires, en l'occurrence les éléments de force de défense et de sécurité de la République du Mali. Mais en tout cas, cette armée, elle joue un rôle extrêmement important dans le cadre de la lutte contre les groupes radicaux violents. La deuxième lecture, quand vous parcourez ces différentes localités aujourd'hui en proie à l'insécurité, naturellement, vous allez avoir une lecture nuancée du rôle que joue la France dans le cadre de la lutte contre les groupes radicaux violents. Laquelle lecture nuancée
va interroger deux aspects majeurs. Le premier aspect, concrètement, quelles sont les capacités tactiques et opérationnelles de l'armée malienne sans aucune forme de raccourci, sans aucune forme de sensationnel. Peut-être que nous allons revenir sur ça parce que dans cette émission, nous avons une grande partie qui est consacrée à cette capacité. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons des forces armées qui sont à même de remplacer cette force Barkhane? Juste le temps de demander à M. Kébé, vous êtes de la société civile, quand vous avez entendu cette annonce d'Emmanuel Macron de reconfiguration de la force Barkhane, quelle a été votre réaction? Premièrement, je suis d'une association politique qui s'appelle Faso Kano. Avant de répondre à votre question, permettez-moi de rendre hommage à cette brave population qui a été massacrée récemment par les forces Barkhane et tous ceux qui sont tombés, populations civiles et militaires sur notre sol, et pour la dignité du Mali et des Maliens. Il faut rappeler que depuis 2019, la France avait effectivement annoncé le retrait de la force Barkhane et qui sera remplacée par Takuba. Donc ce n'est pas une nouvelle récente. Donc elle est dans cette logique-là. Donc aujourd'hui pour nous, c'est le fait que les forces étrangères stationnées en République du Mali, que les Maliens s'organisent pour que ces forces-là puissent être évacuées rapidement, surtout sur notre sol, relève de la préservation de notre dignité. Et c'est une excellente chose. Mais il faut que le Malien, en tant que Malien, puisse jouer pleinement son rôle afin de pouvoir sécuriser son propre territoire. Vous pensez que nous sommes en mesure de le faire aujourd'hui? C'est juste une question de manque de volonté politique. Sinon, le Mali, en tant que tel, peut bel et bien faire face à cette crise et puis remporter la victoire, surtout sur le terrain. À titre d'exemple, pour illustrer ce que je viens d'avancer, vous savez qu'à un moment donné, El Hadji Gamou est un officier supérieur aujourd'hui du Mali. El Hadji Gamou, avec son troupe, a réussi au moins à libérer plus de 10 localités, hisser le drapeau Mali et demander à l'armée malienne après de venir sécuriser ces localités. Mais El Hadji Gamou n'a pas d'avion, il n'a pas de drone, il n'a pas bénéficié du soutien de la France, ni de l'Algérie, ni des Russes, etc. Comment Gamou, en tant que Malien, en tant que citoyen ou patriote malien, arrive à libérer toutes ces zones-là, hisser le drapeau malien que l'État malien, en tant qu'État, n'arrive pas à faire si ce n'est pas une question de manque de volonté politique. Donc nous pensons aujourd'hui, c'est notre position à nous, il ne s'agit pas seulement d'évacuer les troupes étrangères stationnées sur notre sol. Cela ne signifie aucunement que la France est partie de notre pays. Nous sommes dans une logique beaucoup plus globale, c'est-à-dire c'est la lutte contre l'impérialisme français et allié. Donc la France est aujourd'hui partout dans nos départements, et si nous prenons notre monnaie, c'est elle qui dirige tout ça, et même à l'international, c'est la France, c'est la France qui est notre papa, quoi. C'est lui qui nous tient par la main et aller demander quoi que ce soit en notre nom. Donc, normalement, pour un pays souverain et indépendant, nous devons nous détacher de tout ça. Nous sommes dans la logique. Nous pensons aujourd'hui que nous devons nous préparer sérieusement. L'État doit être en mesure vraiment de relever les défis. C'est pourquoi nous sommes dans la logique du président Modibo Keïta, qui a eu à dire en mars 1959, au cours de la conférence des cadres de l'Union soudanaise RDA, il a été très clair. Il dit qu'il est essentiel pour un pays qui veut se soustraire à la domination coloniale d'avoir en main tous les organismes de commandement et de direction. Donc nous devons aller vers ça et rapidement et faire de ce pays un pays d'hommes et de femmes libres et dignes. Alors Omar Cissé, vous êtes à Tombouctou, vous êtes sur le terrain là-bas. Est-ce que vous êtes un peu inquiet par rapport à cette reconfiguration de l'opération Barkhane, notamment avec la suppression de la base française à Tombouctou? Ok, bonsoir tout le monde d'abord. Bonsoir à Aliou Tunkara, Dr Aliou Tunkara et Ibrahim Kébé, les invités. Je remercie aussi toute l'équipe de Studio Tamani de m'avoir accordé ce temps d'antenne pour pouvoir aussi m'exprimer par rapport à cette situation, puisque nous sommes dans un contexte sécuritaire. Aujourd'hui, j'ai écouté les deux intervenants.
Et effectivement, il y a une part aussi d'inquiétude d'après leurs analyses. Moi aussi, je partage surtout l'analyse, la vision du docteur Aliou Tounkara par rapport à la situation. Nous sommes vraiment inquiets par rapport à la fermeture de la base de la force Barkhane ici à Tombouctou. Pourquoi? Tout simplement parce que, certes, Tombouctou est aujourd'hui une passoire. Tombouctou est vraiment une passoire. Certes, la force Barkhane est quand même là, il y a des assassinats ciblés, il y a des braquages, ça et là, mais comme l'a si bien dit Kébé, de la société civile, il a bien précisé que l'État doit être en mesure d'assurer la sécurité. Donc, c'est dire que l'État aujourd'hui manque de moyens, manque de logistique pour pouvoir assurer la sécurité. Et je vous rappelle aussi qu'ici à Tombouctou, je vous jure, c'est pas facile réellement à ce que l'État seul assure la sécurité de la région de Tombouctou. La preuve en est que là où nous sommes aujourd'hui, il y a beaucoup de localités dans lesquelles il n'y a même pas l'administration malienne. Vous voyez ce que ça fait. Donc si tout de suite la force Barkhane aussi ferme sa base militaire d'ici, nous Tombouctiens, franchement, on craint beaucoup pour la sécurité, surtout ici à Tombouctou. Mais concrètement, M. Cissé, qu'est-ce que la force Barkhane fait aujourd'hui à Tombouctou et que l'armée malienne n'est pas en mesure de faire? Bon, en fait, la force Barkhane, ils ont un agenda. Moi, ce que je veux réellement, c'est qu'ils revoient leur stratégie d'approche. Ça, c'est très important. Et donc, la force Barkhane arrive à des zones où l'armée malienne ne peut pas accéder. Vous voyez ce que ça fait. Donc, il y a des zones dans lesquelles la force Barkhane, l'aménagement opère et que l'armée n'a pas, n'a pas l'habilité ou, je sais pas, les moyens, ou il ne parvient pas quand même à accéder. Donc, ça, c'est un petit souci, certes. Mais nous sommes dans la logique, il y a des zones dans lesquelles souvent il y a des opérations conjointes, FAMA et Barkhane. D'accord. Et donc, si on demande même à la population lambda aujourd'hui du Tombouctou, vous allez voir que vers le sud à Bamako, il y a chaque fois des marches anti-français. Je ne suis pas aussi à 100%, je ne suis pas francophile, mais réellement, c'est la réalité, le contexte sécuritaire du moment qui l'oblige. Nous sommes dans une situation où aujourd'hui, on n'est pas prêt, c'est-à-dire on n'est pas prêt à ce que d'autres forces étrangères puissent fermer leurs bases. Ce que nous demandons maintenant, c'est d'abord renforcer les capacités techniques, tactiques, en termes de logistique de nos FAMA pour pouvoir au moins assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. D'accord, cela est bien compris. Cela est bien compris. Nous allons revenir vers vous tout de suite. Vous êtes inquiet parce que vous n'êtes pas sûr que l'armée malienne puisse prendre la relève en cas de départ des forces françaises. Monsieur Ali Tounkara, Kébé parlait tout de suite de volonté politique. Est-ce que c'est une question de volonté politique seulement? Volonté politique, oui, non. Oui, dans la mesure où, effectivement, s'il y a quelque chose de déplorable chez l'élite politique malienne, c'est son non-constance ou sa non-constance dans les réponses qu'elle propose de 2012 à aujourd'hui à cette insécurité. Mais face à la guerre asymétrique que livrent les terroristes, est-ce qu'aujourd'hui la volonté politique suffit? Justement, c'est là que, effectivement, j'ai toute l'importance de ma troisième lecture, le fait que, au-delà du sensationnel, au-delà des raccourcis, effectivement, aujourd'hui, dans le contexte malien, M. Cissé a bien fait de le rappeler. Les coins reculés, quand vous allez derrière Soumpi, dans la région de Tombouctou, si vous croisez une force, elle est française ou elle est onusienne. Donc pour vous dire que les forces de défense et de sécurité du Mali, certes, elles jouent un rôle extrêmement important pour le retour à une paix durable, mais aujourd'hui, côté moins logistique, côté capacité de fourniture, de collecte, de renseignements, côté moins aérien, sont des tares aujourd'hui qui font que malheureusement, l'armée malienne, d'ici à 15 ans, voire 20 ans, serait difficilement capable à elle seule de faire face à cette insécurité liée au terrorisme. C'est d'où aujourd'hui
toute la pertinence, effectivement, d'interroger, même de demander à la France, non seulement de revoir son agenda, mais dans le même temps, de revoir sa manière également d'apporter son soutien, que ce soit avec les différents conseils militaires qui sont à l'état-major, qui sont à l'école de maintien de la paix, qui sont dans d'autres instances de formation de nos militaires, de nos forces paramilitaires aujourd'hui. Malheureusement, on aime bien accuser la France, mais il faut que les Maliens comprennent une chose. Si vous regardez un peu l'histoire des guerres liées au terrorisme, la plus récente quand même, c'est l'Afghanistan. Après avoir au moins passé 17 ans, les États-Unis viennent de quitter progressivement l'Afghanistan, mais aujourd'hui, presque 80% des territoires afghans seraient sous contrôle des talibans. Je ne dirais pas que le cas du Mali va être le même, mais je ne vois même pas pire que cela, parce qu'aujourd'hui, je comprends les gens qui sont vraiment dans cette euphorie nationaliste, il faut la saluer, mais elle n'est pas objective, justement, parce que elle s'inscrit plutôt dans la troisième lecture. C'est des gens qui sont distants des faits. Au regard de mes vécus dans ces régions, Tombouctou, Gao, Mopti, je me rends compte qu'effectivement, aujourd'hui, l'armée malienne, elle est non seulement loin d'avoir des capacités nécessaires pour faire face à cette insécurité, mais dans le même temps, elle a vraiment besoin de longtemps pour pouvoir se substituer à ce vide qui va être laissé par la France. Mais c'est vrai, on est d'accord que la France n'est pas là parce que les Maliens ont de beaux yeux. Ça, il faut être naïf de l'analyse pour l'admettre. La France n'est pas là parce qu'elle aime beaucoup le sang malien. Mais en dépit de tout ce qu'elle peut défendre comme intérêt, comme géopolitique, géostratégie, aujourd'hui, incontestablement, le Mali n'a pas une autre recette dans les 10 années, voire 15 années à venir, à faire face à elle seule. À lui seul, le Mali. J'entends des voix qui appellent clairement ou directement la Russie, mais c'est des gens qui méconnaissent justement toutes les dynamiques conflictuelles au nord et au centre du pays. Aujourd'hui, l'insécurité a atteint un niveau pour que les téléspectateurs, les auditeurs nous comprennent davantage. Si le Mali est égal à 10, il y a 7 qui échappent au contrôle du Mali. Je crois qu'il faut que les gens comprennent ça d'abord. Est-ce que du moment où vous êtes sur un territoire, objectivement, je vous parle des faits, où 110% du contrôle échapperait à l'État central, et dans le même moment, vous demanderez, ou vous êtes content, le départ d'une force qu'on peut l'accuser de tous les noms, mais qui, quand même, en dépit de toutes les accusations, remplit quand même une fonction vitale. N'oublions pas quand même les quelques victoires parfois remportées par l'armée malienne sont des victoires qui sont couronnées à la suite des renseignements fournis par l'armée française, sont des victoires parfois même où l'armée française, si vous échangez avec les militaires, ils vous le diront, a même doté l'armée malienne de carburant. Je crois qu'il y a tellement d'insuffisance au-delà de capacité opérationnelle tactique auquel l'armée malienne fait l'objet. Un tel départ prématuré et surtout non inclusif, parce que je crois que tous les péchés du président Macron, c'est le fait de ne pas associer, d'ailleurs c'est le ministre Wan lui-même, enfin pas Wan, Diop des Affaires étrangères, qui l'a clairement dit sur les antennes de BBC, que le Mali a appris au même moment, ou en tout cas à travers les médias, au même titre que le citoyen. Donc c'est pour vous dire que quand on est dans une coopération, la moindre des choses, c'est d'estimer son prochain. La moindre des choses, c'est en tout cas de considérer son prochain. Mais malheureusement, les démarches qui ont été entreprises par la France jusqu'ici, de la venue de la force française, de Serval en passant par Barkhane, Takuba, sont des démarches malheureusement non seulement exclusives, mais dans la même temps sont des démarches à la limite même méprisantes vis-à-vis d'un État souverain. Donc je crois que ce sont ces aspects, entre autres, à partir desquels l'état-major, les ministères des Affaires étrangères de la République du Mali doivent s'attarder pour proposer des domaines d'intervention, des axes à suivre et même des localités à partir desquelles la force Barkhane française doit intervenir. Mais malheureusement, rien de tout cela n'a été fait par les Maliens. C'est ce qu'on ne dit pas aux Maliens. Qu'est-ce que le Mali a fait de l'avenir de la France à aujourd'hui pour booster, en tout cas pour réorienter son action militaire dans le Sahel,
Mais le Mali n'a rien formulé officiellement. De la même manière également, quand vous prenez les forces onusiennes, notamment la MINUSMA, de la vie de la MINUSMA aujourd'hui, tous les mois de juin, son mandat est renouvelé, la MINUSMA, mais lequel mandat l'élite militaire malienne, le ministère des Affaires étrangères de 2014 à aujourd'hui, n'ont jamais formulé des demandes expresses dans lesquelles demandent effectivement les différentes orientations se donner. Donc vous comprendrez aisément que c'est bien qu'on accuse la France, c'est bien qu'on accuse la MINUSMA, mais il y a des hommes et des femmes quand même qui sont payés par les contribuables maliens, en tout cas qui fonctionnent à la charge du contribuable malien, qui sont censés faire ce travail mais qui ne l'ont jamais accompli. Donc je crois que ce sont ces difficultés internes d'abord que nous devons avoir le courage en tant que Maliens entre nous de les corriger. Une fois que cela est fait, naturellement la France même va nous prendre au sérieux. Ok, Monsieur Kébé, vous disiez à l'instant que l'armée malienne a fait preuve d'efficacité un moment avec le général Gamou. Est-ce que de ce moment à aujourd'hui, on peut dire que l'armée malienne a fait des progrès qui puissent lui permettre plutôt d'assurer la sécurité des régions nord du pays, au moins? Avant de répondre à cette question, permettez-moi de dire clairement que l'euphorie nationaliste est une excellente chose. Il faut pas banaliser ça. C'est dans le nationalisme, peut-être chacun a sa vision par rapport à cette question, mais c'est dans le nationalisme qu'on peut vraiment défendre le pays et surtout les intérêts du pays. C'est extrêmement important. Mais il faut être réaliste aussi. Oui, je ne dirais pas qu'il ne faut pas être réaliste, je ne le dirais pas, mais le nationalisme en tant que tel ne doit pas être blâmé. Je pense que la France a échoué en République du Mali depuis son arrivée en 2012 à aujourd'hui. En écoutant docteur et puis M. Cissé, on se rend compte exactement que la France a échoué. M. Cissé dit que jusqu'à présent, il n'y a pas d'administration dans certaines zones et pourtant, ces forces étrangères-là sont présentes dans ces localités. Donc si leur présence n'a pas permis à ceux qui aient l'administration dans ces zones-là, ça veut dire qu'il n'y a pas de truc. Et en écoutant M. Docteur aussi, c'est aussi clair que ça. Même en écoutant comment on appelle le président français, Macron, on se rend compte effectivement que la France a échoué ici. De l'arrivée de la France à aujourd'hui, il a dit à peu près 70% du territoire échappe au contrôle de l'État. Et quand la France venait, c'était à combien %? Quand la France venait... Les djihadistes étaient parvenus jusqu'à Konna. Oui, Konna. Oui. Après Konna, aujourd'hui, ils sont là, tout près, là, à Kati, là. Dans la forêt, là, à Kati. Donc maintenant, Konna, c'est tout près. Mais il faut maintenir une chose. Aujourd'hui, quand la France est venue, en 2012-2013, ils ont dit que non, la France est là pour combattre le terrorisme. Et aujourd'hui, le terrorisme, c'est un peu partout, même en Afrique de l'Ouest, jusqu'au Golfe de Guinée. Donc, ça veut dire en réalité que la France a échoué. Et la présence, en analysant un peu la présence de l'armée française et ses alliés sur notre sol, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a eu plus de 400 villages qui ont été détruits, plus de 400 000 personnes qui ont été déplacées. Il a dit que les 70% du territoire n'est plus sous le contrôle de l'État central. C'est-à-dire l'exercice de la souveraineté du Mali sur l'ensemble de son territoire n'est pas une réalité. Il y a l'escalade de la violence, il y a l'insécurité galopante avec la présence des forces étrangères, surtout la France. Mais c'est elle-même, c'est la France qui a même empêché le Mali de libérer certaines localités. C'est la France qui a interdit à Al-Hadji Gamou et à Djedako d'entrer à Kidal. Et c'est la France qui a stoppé le processus de libération de certaines localités. C'est la France, mais ils l'ont dit, les gars du MLLA, c'est la France qui leur a promis Kidal comme QG en 2013. C'est la France qui a tiré à balles réelles sur les jeunes de Gao quand ils se sont mobilisés contre leurs tampons là, à Tabankort et Tabrichat. Donc la présence de la force française au Mali, c'est vraiment, le résultat est très clair, c'est un échec patent. Donc l'armée malienne en tant que telle, à mon avis, et je pense que c'est la lecture qui est partagée avec d'autres, a aujourd'hui la capacité. L'armée a des hommes et des femmes valables pour faire face à cette guerre. Mais c'est une question de manque de volonté politique. Et ceux qui sont même au fin... De la part de qui? Manque de volonté politique de qui? De nos autorités ou bien de nos autorités? De nos autorités. Vous avez parlé de Gamou. Je parlais de Gamou en tant que groupe d'autodéfense Touareg, Imad et alliés.
quand Gamou a libéré plusieurs localités, à son temps, c'est les autorités d'alors qui ont même instruit à Gamou de quitter ces localités-là, que ça ne relève pas de ses prérogatives. Et après, c'est les bandits, les narcotrafiquants, les terroristes qui sont venus réoccuper ces localités-là. Mais Gamou l'a fait avec le Gacha qui n'est pas l'armée malienne. Bon, maintenant, ça c'est un autre débat. Et ceux qui ont pointé les armes contre la nation entière, est-ce que ces gens-là aussi sont inarmés? Mais pourtant, le processus de leur transformation en police territoriale est en cours. On veut les légaliser. D'accord. Gamou l'a fait, bien qu'il est officier malien, mais il l'a fait en tant que patriote. Donc on ne doit pas le combattre parce qu'il est en train de libérer. Au contraire, les autorités d'alors ont piétiné Gamou, ont humilié Gamou, jusqu'à ce qu'aujourd'hui le groupe de Gamou a été divisé en deux. D'accord, nous allons vous revenir tout de suite. Monsieur Cissé, est-ce que vous pensez que la France a échoué? Est-ce que vous estimez aujourd'hui que la présence française n'est pas nécessaire dans le Nord? D'accord. J'ai vraiment écouté avec intérêt aussi l'intervention de deux intervenants, de docteur Aliou Tunkara et de Ibrahim Kébé. Voilà. Par rapport à la France, moi je dirais qu'aujourd'hui, franchement, moi je vous l'avais dit depuis le départ, je suis contre leur départ, parce que vraiment c'est une opinion, c'est précoce. On devrait d'abord bien le préparer. Et comme l'a si bien dit le docteur... Mais ça fait 7 ans ou 8 ans qu'ils sont là. Est-ce que, quand vous dites que c'est précoce, quand est-ce que nous serions prêts? Quand je dis précoce, là, ils sont là depuis 7 ans. Ibrahim qui l'a souligné, il a dit effectivement, ils ont fait des bavures. Là, je suis entièrement d'accord. Il y a eu des erreurs. Et ce sont ces erreurs qui ont fait qu'il y a eu d'autres aménagements. Ils ont essayé de revoir leur position pour pouvoir au moins, c'est-à-dire avoir un résultat probant sur le terrain. Donc ça aussi, ça fait partie des stratégies. Donc maintenant, il faudra continuer à améliorer la stratégie de la coopération militaire. Revoir maintenant leur agenda. Impliquer tout le monde. Je disais que c'était précoce, c'est par rapport réellement à la non-implication de la population lambda. Parce que nous, aujourd'hui, qui sommes ici à Tombouctou, imaginez-vous quelqu'un qui est à Bamako. Il n'a pas la même vision qu'un Tombouctien qui est là. Nous sommes dans une passoire. Tombouctou aujourd'hui, malgré qu'il y a des bavures. Mais ce qu'il faut reconnaître aussi, que quand nous sommes là, on sait qu'il y a certaines forces étrangères qui apportent un appui logistique, tactique en termes d'information, en termes de renseignement à nos femmes. Je crois que c'est aussi réellement ça. En parlant maintenant de trucs, de localités qui à présent n'ont pas eu d'administration, où l'administration n'est pas présente dans ces localités. Moi, je pense que aussi ce n'est pas du sort du mandat de la force onusienne, ni de la force Barkhane, Ibrahim Kébé. Je pense que c'est à l'administration, c'est aussi à l'autorité malienne, à nos femmes aussi, d'assurer cette sécurité pour pouvoir au moins ramener l'administration dans ces localités. Okay. Ici, surtout à Tombouctou, dans notre région. Vous voyez combien de fois il y a eu des promesses que l'administration sera déployée dans les localités, mais jusqu'à preuve de contraire, on n'a rien dit. D'accord, cela est bien compris. Donc vous estimez que le retour de l'administration ne relève pas ce n'est pas du seul ressort de forces françaises, mais l'armée malienne aussi doit jouer sa partition. Oui, nous allons vous revenir tout de suite, Monsieur Cissé. Juste le temps de demander à Ali Tunkara. On voit que la France s'appuie maintenant sur une autre force Takuba, une force européenne. Est-ce qu'on peut dire qu'on assiste à une internationalisation de la lutte contre le terrorisme dans le Sahel? Clairement, c'est vrai que je crois que... Est-ce que ça peut être efficace? Oui, là, c'est une autre question. Maintenant, mais le pourquoi, effectivement, de cette force Takuba, les raisons sont très évidentes. Rappelons quand même à nos téléspectateurs auditeurs que la France dépense en moyenne 1,5 milliard par jour, je dis bien 1,5 milliard de nos francs CFA par jour dans le Sahel, et rien que dans la force Barkhane française. Donc, naturellement, ce montant est très élevé aux yeux du contribuable français. Donc, le président Macron chercherait
à rendre ses dépenses à la limite internationale, d'où l'implication de 9 États européens dans cette lutte contre le groupe radicaux violent. Mais il ne faut quand même pas aussi l'occulter. Au nom de cette lutte contre les terroristes, la France, à travers ses partenaires, notamment européens, on arrive aussi quand même à stopper la migration irrégulière. Il ne faut pas l'oublier donc dans toutes les forces étrangères qui sont aujourd'hui déployées dans les régions du nord du Mali. Vous avez des unités mobiles qui veillent de façon tout à fait sérieuse sur les différentes frontières, permettant à ces routes clandestines d'accéder aux zones méditerranéennes. Donc dans cette lutte, il y a vraiment des enjeux dont il ne faut pas le prendre avec simplicité. Mais maintenant, concrètement, je comprends aisément, M. Kébé, le fait d'aimer son pays. Mais est-ce que c'est la France aujourd'hui qui empêche, parce qu'il parle quand même d'un problème de manque, il soulève un problème de manque de volonté politique, est-ce que c'est la France qui empêche aujourd'hui l'armée malienne d'intervenir à Farabougou? Je ne pense pas. Est-ce que les localités qui sont sous blocus aujourd'hui des groupes terroristes, est-ce que c'est la France qui empêche l'armée malienne de les libérer? Je crois que par ma fonction, par mes missions, c'est pas pour rien que j'ai parlé de 3 lectures. C'est pas pour ironiser ou minimiser ses perceptions de choses. Mais je pense que quand on est distant de l'insécurité, j'aime bien le Mali. Mais le Mali, aujourd'hui, malheureusement, en toute objectivité, fait l'objet de beaucoup de tares. N'oublions pas quand même, on a des autorités politiques militaires. Ce ne sont pas des civils comme des Québécois, les politiques qui sont venus d'ailleurs. On a des colonels-majors, des généraux qui ont aujourd'hui la destinée du pays. Qu'est-ce qui empêcherait ces généraux de rendre Ansongo Tessit accessible? Je ne pense pas que la France va s'opposer à cela. Qu'est-ce qui empêcherait aujourd'hui ces colonels-majors au pouvoir, ne serait-ce que de sécuriser les aéroports à l'intérieur du pays? Je ne sais pas si M. Kébé le sait, à partir de Bamako déjà, tous les aéroports à l'intérieur du pays sont détenus déjà par la force Barkhane française. Et je vais même loin, il n'y a pas de localité aussi reculée qui sont régulièrement visitées par l'armée malienne dans ces localités pour l'insécurité. Donc je pense que sont très réalistes parce que c'est bien d'aimer son pays, mais c'est aussi extrêmement important de reconnaître les limites évidentes. J'aime bien dire aux gens, est-ce que c'est l'armée française ou, je ne sais pas, l'armée américaine qui va racketter un citoyen lambda à Douanza au checkpoint? Non. Si vous allez aujourd'hui, il fait bien de soulever le cas du général Gamou. Attention, je viens d'une mission à Gao où je me suis intéressé aux groupes armés non étatiques. Aujourd'hui, vous avez plus d'une 60aine de groupes armés non étatiques. Rien que le groupe de Gamou, le général Gamou lui-même aura du mal à aller aujourd'hui à Ménaka. Voilà. Donc c'est pour vous dire que il y a tellement de dissidences aujourd'hui entre ces groupes, au sein de ces groupes, qu'ils soient signataires ou non signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation. Mais au-delà de ces dissidences dont ces groupes font l'objet, il y a un sérieux problème du maillage territorial en termes de réponses qui sont apportées aujourd'hui par l'élite militaire malienne. C'est là que je comprends aisément, effectivement, lorsqu'ils demandent à ce que l'armée malienne se prenne au sérieux. Mais sauf que cette prise au sérieux de l'offre et la demande de sécurité va s'inscrire dans le temps. Si vous avez des hommes et des femmes qui vont vous promettre aujourd'hui de mettre un terme à cette insécurité d'ici à 15 ans, 20 ans, c'est des choses. Soit ils méconnaissent les dynamiques conflictuelles, soit ils sont dans les dénis. Donc j'ai la ferme conviction, quel que soit les présidents qui vont être issus des urnes, ou quelles que soient les politiques qui vont être proposées, l'insécurité dans laquelle se trouve le Mali de 2012 à aujourd'hui, elle s'appelle le longtemps. Que les gens comprennent aussi que les dernières missions onisiennes remontent du Soudan du Sud. Elles ont quitté le Soudan du Sud le mois de décembre passé. Afghanistan, Irak, Israël, Palestine ont connu les Nations Unies depuis 1948. Donc nous venons tout juste de connaître les Nations Unies. Donc je pense que les Maliens se préparent dans la durée. Au moins, l'aménagement va rester d'ici à 50 ans. Ce n'est pas pour faire peur aux gens, mais c'est un peu comment les choses fonctionnent. D'accord. Monsieur Kébé, est-ce que vous pensez aujourd'hui que si les forces internationales se retirent du Mali, le problème sera résolu? Je pense que le Malien doit apprendre à se battre et accepter les sacrifices et puis dignement hisser le drapeau et puis avancer. On ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs, c'est une réalité. Vous savez,
la France en tant que telle fait partie des problèmes et non de la solution. Je ne dirais pas que c'est la France qui bloque nos militaires d'aller libérer Farabougou, par exemple. Mais ce qui a été fait ici, c'est des exemples aussi concrets, ça a été fait au vu reçu de tout le monde. C'est la France qui, à un moment donné, a mis en place une ceinture de sécurité dans un rayon de 20 km pour encercler Kidal. Ça s'est fait ici. Et c'est la France qui a empêché nos militaires d'entrer à Kidal pour libérer Kidal. Et c'est la France qui a bloqué plusieurs de nos militaires ailleurs. Ça, c'est des faits qui sont avérés. Il y a eu des communiqués autour de tout ça. Et j'ai eu la chance, personnellement, de rencontrer plusieurs groupes armés à Gao, dans la ville de Gao. Donc, en échangeant avec eux, nous comprenons aisément ce qui se passe aussi sur le terrain. À mon avis, aujourd'hui, il faut que nous soyons très clairs. Nous ne, c'est-à-dire, quel qu'en soit Alpha, nous ne devons pas sous-traiter la défense de notre sécurité, de notre territoire, de notre intégrité territoriale, surtout à l'ex-puissance coloniale. Non, c'est à nous de nous défendre nous-mêmes d'abord. On peut avoir besoin de l'aide par-ci, par-ça. Vous pensez qu'on peut avoir d'autres partenaires que la France? Même si on doit avoir d'autres partenaires, pour nous, le gros du travail revient aux Maliens d'abord. Et c'est à nous de définir clairement les clauses. Il a dit quelque chose, M. Tounkara, quelque chose qui est très pertinent. Quand il dit que chaque année, il y a le mandat de la MINUSMA qui est renouvelé chaque mois de juin. C'est une réalité. Mais on se pose la question, et quelle est la contribution de l'État malien par rapport à ça? Qu'est-ce que l'État malien en tant que tel, depuis sous Ibeka et à aujourd'hui, qu'est-ce que nous apportons comme amélioration? Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui nous bloquent aussi? Ça, il est important aujourd'hui de savoir tout ça. Donc, nous pouvons bel et bien, dans le monde, on peut avoir des partenariats avec tout le monde. Mais il faut que ces partenariats-là soient sur la base des principes clairement définis. Et chaque État doit défendre aussi son intérêt. Mais à la française, là, vraiment, ce n'est pas une bonne chose pour nous. Donc la France, en tant que telle, comme je l'ai dit, fait partie des problèmes. Mais on a notre part de responsabilité également. C'est là où je parle de la question de manque de volonté politique. C'est une réalité. Si les colonels sont aujourd'hui au pouvoir, d'aucuns disent que ces colonels-là sont contre la position française. Mais je leur ai dit clairement, si tel est le cas, il faut que dans les actes que ces colonels-là puissent nous démontrer qu'effectivement, ils sont contre cette façon de recolonisation de la France et ils veulent aller. Vous avez parlé de Takuba, c'est une très bonne question. Justement, j'allais vous demander concernant cette force Takuba, vous n'êtes pas favorable à la présence militaire française. Aujourd'hui, on voit une force internationale qui arrive. Et ça veut dire que le combat n'est pas encore gagné. Takuba a été annoncé avant aujourd'hui, je l'ai dit, depuis 2019, la France a parlé de la question de Takuba, dit que Barkhane sera remplacé par Takuba. Donc elle veut associer maintenant largement d'autres puissances européennes dans ce processus-là. Mais ça veut dire tout simplement qu'elle a échoué également sur le terrain. Mais Takuba, à notre avis, n'a pas aussi sa place sur notre sol. Ils l'ont dit tout à l'heure, je crois que c'est vous-même qui l'avez rappelé, ils vont former encore. Mais depuis combien de temps ils sont en train de former notre armée? Et vous conviendrez avec moi que sur le plateau, les gens ne sont pas convaincus de l'efficacité de notre armée sur le terrain. Donc ça veut dire que c'est les formateurs là qui ne sont pas bien. Donc dire encore que Takuba va former, Takuba va faire ceci, cela, non, on est mieux défendu que par nous-mêmes. D'accord, cela est bien clair. Omar Cissé, vous qui êtes à Tombouctou, est-ce que vous estimez aujourd'hui que l'armée malienne seule peut assurer la sécurité des zones qui seront libérées, ou bien vous pensez qu'il faut d'autres forces en appui, comme la force G5 Sahel? Moi, je le dis, je le redis, je le maintiens. Les FAMA seuls ne pourront pas assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Il faut forcément l'appui des autres forces étrangères. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en termes de logistique, on l'a dit, s'il y a une tare réellement, il y a une insuffisance d'équipement. On n'a pas assez de moyens logistiques. Je crois que c'est le moment réellement d'essayer. Les formations là, si c'est des formations vraiment qui ont des avantages pour nos femmes, mais il faut les saisir, c'est bien. Mieux vaut se former quand même que de rester et de ne rien faire. Concernant aussi Kidal, la ceinture de sécurité de 20 km
que Barkhane, vous avez dit que Barkhane avait mis sur la fois dernière là. Effectivement, c'est vrai, mais il faut, tout ça là, c'est des stratégies qu'il faut développer. C'est une situation ici, c'est un problème politique qui est là. C'est nos responsables. C'est-à-dire, quand il y a des erreurs, il faut apprendre de ces erreurs et essayer de corriger pour aller de l'avant. C'est très important. Aujourd'hui, nous sommes, il y a des colonels, des généraux qui sont à Bamako. Mais vous allez voir toutes les forces étrangères qui viennent ici. Prenons l'exemple tout simplement de Tchad. Sur le terrain, il y a des généraux sur le terrain. Vous voyez, tout ça là, ça doit nous pousser à comprendre réellement la réalité de cette guerre asymétrique aujourd'hui qui nous a été imposée. Parce que c'est une guerre asymétrique. Nous ne sommes pas, nos militaires ne sont pas adhérés dans ce sens. Il faut développer des stratégies. Il faut aussi approcher, c'est-à-dire les populations lambda pour pouvoir au moins contribuer. Moi, je ne suis pas contre la police territoriale ou sinon la police de proximité pour pouvoir au moins contribuer à donner des renseignements ou à épauler nos forces de défense et de sécurité. C'est aussi une stratégie pour pouvoir contrer cette guerre asymétrique. D'accord, cela est bien compris. Impliquer, associer les populations locales également aux opérations de sécurisation. Monsieur Ali Tounkara, est-ce qu'aujourd'hui, quand la France dit qu'elle va accentuer ses opérations sur le Niger et le Tchad, est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une erreur stratégique quand on sait que l'épicentre du terrorisme, c'est au Mali, dans le Sahel? Alors, rappelons quand même que la France n'est pas là, je l'avais dit à l'entame de mon propos, parce qu'on a de beaux yeux. Il faut que vraiment les Maliens comprennent ça. Ça, c'est là aussi les gens sont un peu naïfs dans le contexte malien. Mais incontestablement, ça donne 3 leçons majeures. La première leçon, la France serait aujourd'hui clairement embêtée dans le contexte malien. Dans son agir, on ne peut pas nier ça. Ne serait-ce que le ton avec lequel le président Macron s'est même adressé au Mali et sa façon également d'annoncer le retrait progressif de la force Barkhane. Tout cela prouve à suffisance qu'aujourd'hui, entre Paris et Bamako, le courant ne passe pas avec aisance. Maintenant, la deuxième leçon à tirer, c'est quand même cette question de la force conjoint du G5 Sahel. C'est vrai que la France va rester toujours dans le Sahel, mais vous ne pouvez pas comprendre à combien cette force conjointe du G5 Sahel, elle est quand même dépendante à 100%, je le rappelle quand même. Toutes les formations qui sont assurées par le Collège sahélien de sécurité du G5, par le Collège de défense et même bientôt l'école de police de N'Djamena à Gondoul, l'argent vient de l'Union européenne. Donc, pour vous dire que même le fonctionnement du siège du G5 Sahel serait tributaire à l'aide apportée par l'Union européenne. Donc, pour vous dire que les 5 États réunis ont des problèmes internes qui leur sont propres, mais au-delà de ces problèmes internes, malheureusement, ils sont entièrement dépendants de l'aide étrangère. Et pour finir ici, toutes les aides qui sont apportées par la France, c'est là qu'il faut quand même les interroger, ne sont pas des aides qui sont en phase avec les demandes réellement exprimées par les différents états-majors. Lorsque les armées du Sahel vont demander des moyens logistiques, des moyens aériens, la France va plutôt proposer des hommes supplémentaires. Lorsque nos armées sahéliennes vont demander des moyens de renseignement et de collecte des informations, la France va plutôt parler de la reconfiguration. Donc c'est pour vous dire que la demande qui est satisfaite, elle n'est pas compatible aux besoins réellement exprimés par les armées sahéliennes. D'accord, vous parlez de problèmes internes aux États du G5 Sahel. Nous allons terminer là-dessus au cours de ce sommet dont on parlait à l'instant. Le président nigérien a reproché aux militaires maliens de revenir à chaque fois prendre le pouvoir quand ils échouent sur le terrain. Quel commentaire vous faites de cette déclaration? Rapidement, en 30 secondes. Kébé? Bon, il a raison? Bon, je ne dirais pas qu'il a raison ou qu'il a tort, mais ce qui est clair, il faut se battre pour le pays. Il a parlé du G5, pour nous c'est le G6 Sahel, son explication nous confirme ça. Il faut se battre pour le financement de notre truc. Et le G5 Sahel, en réalité, c'est le G6 Sahel qui couvre les pays de l'OCRS. Monsieur Tounkara, rapidement. Alors rapidement, je pense que la quintessence de la déclaration est vraie. La manière n'est pas orthodoxe, le contexte ne s'y est pas non plus. Sinon, le contenu, il est vraiment consommable.
D'accord. Ok, c'est ce qui met fin donc à ce grand dialogue qui parlait aujourd'hui de la force Barkhane et ces annonces faites par le président Emmanuel Macron qui parle d'une reconfiguration de la force Barkhane avec notamment la fermeture de certaines bases militaires françaises dans les régions de Kidal, Tombouctou, mais aussi à Tessalit. Nos invités étaient Dr Ali Tounkara, directeur du Centre d'études stratégiques et de sécurité au Sahel, Ibrahim Kébé, membre de l'association Mali Kanou, Faso Kanou et Omar Sissé, habitant de Tombouctou. Moi, j'ai eu le plaisir de présenter cette émission. À la régie vidéo, il y avait Peting Diara. La mise en onde a été assurée par Salim Diouara. Merci à toutes et à tous et à demain pour un autre numéro du Grand Dialogue. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.